Nous sommes à la permanence du président du Sénat à Rambouillet. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette permanence de la rue Dreyfus à Rambouillet. L'actualité aujourd'hui, c'est forcément l'élection à la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy qui l'emporte avec 64,5% des suffrages. Est-ce que c'est un bon score, suffisant pour un président de l'UMP? Et au-delà de ça, que pensez-vous des résultats et de Bruno Le Maire et d'Hervé Mariton? Tout d'abord, nous avons un président à l'UMP choisi clairement par un score qui est un bon score. Aujourd'hui, il faut construire. Il faut construire une UMP qui se rassemble, qui prépare son projet et qui, à la rencontre des Français, leur propose une alternative à l'échec du gouvernement socialiste ou à l'espèce de fuite en avant vers le populisme. Nous avons une responsabilité de formation républicaine, de centre et de droite, dans lequel le gaulliste que je suis entend jouer aux côtés du président à la construction de ce projet, avec la sensibilité qui est la mienne. On avait parlé d'un raz-de-marée pour Nicolas Sarkozy au niveau des voix, c'est visiblement pas le cas. Ça s'explique aussi peut-être par les prises de position de Nicolas Sarkozy pendant la campagne, je pense au mariage pour tous par exemple. D'ailleurs, comment vous vous positionnez sur ce qui a été dit sur cette loi Taubira? Moi j'ai voté contre la loi Taubira, je me suis même largement exprimé. Je ne suis pas favorable à l'abrogation, je l'ai dit. Je suis pour une réécriture, notamment pour éclairer très clairement les questions de filiation, de gestation pour autrui, et notamment de procréation médicalement assistée. Voilà des sujets qui méritent la clarté, et la loi Taubira n'a pas été très claire. Mais pas d'abrogation. Parce que vous faites la différence entre réécriture et abrogation. Pour Nicolas Sarkozy, finalement, il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. Mais je pense que ça n'est pas la voie dans laquelle on doit s'engager. Alors, est-ce que la voie du renouvellement de l'UMP, il faut s'y engager? Et ça veut dire, est-ce qu'il faut changer le nom de l'UMP, par exemple? Est-ce qu'il faut réécrire le parti? La priorité, c'est de construire un projet. Le projet pour la France d'aujourd'hui. Une France qui n'a plus de croissance. Une France où le chômage est devenu de masse. Où chaque mois, on a entre 20 000 et 30 000 chômeurs de plus. Une France qui doute, une France qui est à la traîne en Europe. C'est les réponses qu'il faut apporter. Et puis, c'est à l'issue de tout ça, il apparaît que ce vaste rassemblement doit porter un nouveau nom. Pourquoi pas? Mais si on commence par le nom sans avoir répondu à l'essentiel, je crois qu'on aura manqué un rendez-vous. Et je ne doute pas que Nicolas Sarkozy... avec tous, le rassemblement qui va se retrouver à l'UMP n'est pas pour priorité d'abord de construire le projet d'alternance. Mesdames et messieurs les conseillers généraux, les supputations... On parle des élections, on va s'intéresser peut-être aux élections plus locales. C'est la prochaine échéance, les cantonales, enfin anciennement cantonales, aujourd'hui départementales. Sur Rambouillet, il y a un choix encore qui n'a pas été fait. C'est Christine Boutin, la conseillère départementale sortante. Vous souhaitez qu'elle se représente ou pas? D'abord, à noter que nous avons eu un accord avec deux cantons réservés dans les nouveaux cantons, celui de Montigny-Guyancourt et celui de Rambouillet-Saint-Arnaud en Yvelines. Christine Boutin nous fera connaître sa décision et votre souhait dans quelques semaines. Ça lui appartient. Et ça lui appartient dans un dialogue avec les militants, les citoyens, et avec le député de la circonscription. Et personnellement, je la rencontrerai très bientôt. Même question pour le secteur Montigny-Guyancourt, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui pourrait se présenter. Enfin, ça paraîtrait logique. Enfin, est-ce que vous y êtes favorable? Il est l'homme politique important du secteur, donc avoir son avis, prendre en compte sa décision est quelque chose d'essentiel. Mais votre volonté, est-ce que ce serait important qu'il soit candidat? Est-ce que c'est un risque qu'il soit candidat parce qu'il serait face au sortant, le socialiste François Deligné, le maire de Guyancourt? Dans la vie politique, vous prenez toujours un risque quand vous êtes candidat. J'en sais quelque chose. Et quand on est président de la communauté d'agglomération, il n'y a pas longtemps. Je pense en tous les cas que sa décision, je la partagerai. À voter. Le local, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Vous avez récemment discuté avec les maires lors du congrès des maires. Vous avez voulu les rassurer en leur disant qu'il fallait faire attention non seulement à la baisse des dotations, et puis aussi à la simplification des normes. On peut peut-être revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un élu local de mener sa commune. Si la droite devait revenir aux affaires, qu'est-ce que la droite changerait? Depuis tous les gouvernements, depuis 40 ans, on a empilé des normes. Gouvernement de gauche, gouvernement de droite et du centre. Donc, nous avons une responsabilité partagée. L'Association des maires de France a fait un calcul. 400 000 normes empilées. L'an dernier,
2013, le Conseil national d'évaluation des normes a estimé un surcoût pour les collectivités territoriales d'1,2 milliard. Nous sommes dans une période où nous savons que les collectivités doivent participer à la réduction de la dépense publique. On nous impose même brutalement 3,7 milliards cette année. Il faut impérativement alléger les normes. Les rythmes scolaires, c'est des nouvelles normes imposées. Des décisions, notamment d'aménagement de bâtiments, des normes de sécurité, certaines sont utiles, d'autres sont-elles totalement indispensables. Si je prends aussi l'évolution des traitements dans la fonction publique, c'est une décision de l'État qui s'applique aux collectivités. Donc, aujourd'hui, les collectivités sont dans une seringue assez épouvantable. Moins 30%, vient de dire un rapport, droite et gauche confondus, au Sénat de la délégation aux collectivités territoriales, moins 30% de capacité d'investissement. Ça va avoir une conséquence dans la vie quotidienne. D'abord dans les communes, la voirie par exemple, je vais prendre ce premier exemple, l'entretien des bâtiments, mais derrière, des conséquences sur l'emploi, sur les rentrées de TVA pour l'État. Il faut aussi faire un calcul. Le secteur du bâtiment et des travaux publics va mal, tout le monde le sait. Et donc pour fusionner les agglomérations, faire des agglomérations plus larges, c'est une bonne piste pour justement permettre ces économies? La première des pistes, c'est la clarification des compétences. La seconde des choses, c'est naturellement la mutualisation entre communautés de communes, d'agglos ou communautés urbaines et les communes. Là, il faut qu'on aille plus loin. Mais des super agglomérations de 800 000 habitants, par exemple. Alors, les super agglomérations, je suis assez réservé. C'était l'idée du préfet de région. Face à l'immensité, l'idée du préfet de région, il faut qu'il s'en méfie. Je rappelle que le général de Gaulle avait divisé la Seine-et-Oise pour éviter l'immensité, parce qu'il faut aussi de la proximité. Or, aujourd'hui, la commune, ça reste le lieu de la proximité. Et en ces temps de désarroi, de crise morale, vous voyez bien que seul le maire adjoint, conseiller municipal à la confiance majoritaire des élus, ça mérite d'y réfléchir. Vous parliez des compétences, ça permet de revenir tout de même sur les départements, parce que quelles compétences pour les conseils départementaux à partir du prochain scrutin? Le Sénat avait fait un rapport d'ailleurs qui était co-signé d'un certain nombre de sénateurs dont j'étais, sous la présidence de Jean-Pierre Raffarin, avec un rapporteur socialiste, président du Conseil général de Haute-Saône, Pierre-Yves Cratinger. On avait dit le département, c'est la proximité sociale. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance, est-ce que vous la faites traiter dans une immense région de 11 millions d'habitants? Ou est-ce que vous la faites traiter par une communauté de communes de moins de 20 000 habitants? Non, c'est le département. Et la proximité territoriale, l'aménagement, les relations avec les communes, c'est ça la vision du département. Une région stratège, et notamment pour notre région Île-de-France, on voit bien le rôle dans le développement économique, dans les grands dossiers d'aménagement, l'université, la recherche. Vous parliez de faire le grand chelem sur le conseil départemental dans les Yvelines. Je l'espère. Il va falloir expliquer les compétences aussi aux électeurs pour qu'ils se mobilisent, parce que c'est un scrutin qui mobilise peu, et là ça va être encore, le paradoxe d'un gouvernement qui n'a cessé de changer les dates et qui, je le rappelle, a présenté 4 versions différentes de la réforme territoriale en moins de 2 ans. Et il faudra que le gouvernement assume cette part d'irresponsabilité qu'il a eue sur la réforme territoriale. Ce sera à nous, à l'issue du débat du Sénat, de dire quel département nous voulons. Une dernière question, vous êtes président du Sénat, vous souhaitez un bicamérisme très vivant, vous souhaitez aller à la rencontre des électeurs, leur expliquer ce que fait le Sénat. Concrètement, ça va se traduire comment cette permanence, le Sénat hors les murs, des sénateurs qui rencontrent les citoyens, qui rencontrent la vie économique, la vie sociale du pays, un Sénat qui examine complètement les projets de loi de finances, qui les amende, un Sénat qui examine l'ensemble des textes et qui ne les rejette pas a priori. Et moi-même, dans la permanence ici à Rambouillet, au 7 de la rue Dreyfus, au 7 bis, je veux être à la rencontre des citoyens, à la rencontre des élus, parce que je n'oublie pas que ma légitimité, elle est en Yvelines. C'est là où j'ai reçu mandat au suffrage universel indirect des élus municipaux, des élus départementaux et régionaux. Mais les élus municipaux, c'est les élus des citoyens. Et ils forment 96% de mon corps électoral. Je dois les rencontrer, je dois les voir. Voilà pourquoi je me rends dans les communes et je vais me rendre dans toutes les communes. Voilà pourquoi aussi je souhaite que les citoyens n'hésitent pas à venir rencontrer leurs sénateurs et leurs sénateurs des Yvelines. Tant qu'à faire le président du Sénat, c'est aussi bien. Gérard Larcher, d'où, au travers de la présence de bénévoles, mais aussi d'une collaboratrice parlementaire professionnelle, la possibilité de se rencontrer et moi-même d'être présent pour recevoir en rendez-vous aussi bien les élus que les citoyens. Et que les journalistes comme aujourd'hui. Merci voilà. beaucoup Gérard Larcher. Merci d'être venu.